Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo dans cette série dédiée à la question des tarots arthuriens. Bien évidemment, il existe probablement d'autres jeux sur ces thèmes, mais j'ai pris les trois les plus connus et qui me semblaient être les plus courants, ceux que j'ai vus le plus fréquemment sur internet et ceux sur lesquels on va poser le plus de questions. On va terminer avec le tarot des Matthews, qui est quand même assez complexe, et j'en avais jamais fait de review approfondie ou de review revisitée, parce que j'en ai peut-être parlé dans le passé. C'est un jeu que j'adore, mais qui est très très difficile à aborder quand on regarde la méthode qu'ils ont employée et ce qu'ils voulaient faire vis-à-vis du tarot dit arthurien. Il y a vraiment une position qui est moins claire, qui est peut-être à cheval avec ce que voulait faire Stewart et ce qu'a fait Anna-Marie Ferguson, justement. J'ai l'impression qu'ils se situent à mi-chemin entre les deux. Ils se sont servis des textes de base, ils se servent de la mythologie arthurienne, mais ils ont une vocation un peu à vouloir créer un système et à vouloir créer une quête spirituelle, un peu comme Stewart. Donc, et ça n'est probablement pas pour rien, puisqu'ils sont tous anglophones et ils connaissent des traditions ésotériques, comment dire, moderne et occulte, voilà, qui baigne dans le même genre de tradition. Bon, je vais essayer d'être concise sur celle-ci aussi. Voici le livret tel qu'il est fourni. Je vais enlever la boîte maintenant que vous l'avez vu. C'est livré également comme l'autre avec une petite boîte comme ça dans laquelle il y a les cartes. La qualité est meilleure que celle de chez les Willin, même si c'est un peu plus glacé, un peu plus verni, que j'aime moins ça, mais ça paraît moins... je retrouve pas le mot, donc si je le retrouve, je vous dirai ça. Dans tous les cas, c'est pas trop mal la qualité des cartes. Je vous confirme aussi que les éditions Vega, c'est une branche des éditions Très Daniel, comme j'avais dit dans la toute première vidéo. Voici comment se présente le livret. Donc on va vous parler des portes du temps et de l'espace. Vous voyez qu'on est déjà dans un langage qui est assez symbolique et poétique. Donc le tarot, le roi Arthur et le tarot, faire connaissance avec les cartes de la quête du sacré. Donc voilà, c'est un motif qui va revenir tout le temps. En anglais, c'est The Hallow Quest. C'est le motif du couple Matthews, ce qu'ils veulent faire avec ce jeu. La question d'une quête du sacré. Et on va vous parler du symbole, des significations inversées. Bon, c'est une petite introduction. Il y a la question des grands pouvoirs et des petits pouvoirs. En fait, là, on entre directement dans... les fiches de signification. Ça, si vous voulez savoir donc les significations des cartes, il faut aller à cette partie. Ici, c'est l'intro. Et ici, vous avez des méthodes de tirage, en fait, assez denses. Et à la fin, vous avez un guide pratique des significations. En fait, c'est un index où on vous donne tous les mots-clés de toutes les cartes du jeu à la suite. Et vous avez des lectures conseillées, vaguement comme dans l'autre tarot de Stewart, aux mêmes éditions Vega. Bon, vous avez des pages de notes aussi, dont je ne me suis jamais servie. Voilà, mais on a le même problème, c'est-à-dire qu'on cite des livres traduits par Très Daniel qui sont un peu en rapport avec le celtisme. Donc il y a le livre très célèbre de Mara Freeman, Vivre la tradition celtique. Vous avez un livre introducteur de Philippe Cargom qui est depuis des années le chef de l'Obod, l'ordre druidique britannique, qui a également été traduit chez Très Daniel. Vous avez de nouveau l'histoire des rois de Bretagne citée ici comme dans l'autre. Mais c'est tout, on n'a pas les sources sur lesquelles ont vraiment travaillé les Matthews. Les fées au Moyen-Âge, je n'ai pas regardé qui était Haflinsner, il faudrait voir ça. Vous avez La morte d'Arthur, qui est un texte classique, là comme Monmouth, ça c'est bien. Marcal, qui est quelqu'un d'absolument pas sérieux du tout. On a le droit d'apprécier ce qu'il écrit, mais il faut savoir que c'est un inventeur et un poète, ça n'est pas quelqu'un qui font des interprétations des mythes rigoureuses, on va dire ça comme ça. Et le livre du Graal à la Pléiade, donc ça, si c'est à la Pléiade, ça veut dire que c'est la traduction, ou la modernisée éventuellement, on dirait pas une traduction, si c'est du vieux français, je suis plus sûre, en tout cas voilà, ça c'est un texte premier, ça c'est un texte premier, ça c'est un texte premier, le reste ce sont des textes modernes. Donc, comment s'organise ce jeu et pourquoi je dis qu'il est compliqué? Contrairement au jeu de Stewart, il parle de la tradition arthurienne. On est dans un domaine qui va être, pour le coup, celtique, plutôt celtique que chrétien. La quête sacrée, elle est plutôt pré-chrétienne. On va vous montrer ça.
Et il y a un vocabulaire qui est vraiment recréé par les Matthews. C'est pour ça que j'ai dit qu'on était à mi-chemin entre les deux autres jeux. Le jeu de Ferguson, il veut vraiment suivre les suites du tarot, il veut s'inscrire dans du tarot. Il veut juste le compléter ou le synthétiser. Là, on a vraiment un système qui est réfléchi différemment. Notamment la question des arcanes mineurs et les arcanes majeures. Il faudrait voir si c'est la traduction ou si c'est le... Je suis en train de dire une ânerie. Si ça se trouve, c'est juste le traducteur qui a fait ça. Grand pouvoir et petit pouvoir pour arcane mineur et arcane majeur, arcane mineur. C'est un peu problématique d'appeler ça comme ça. Le mot pouvoir en français, bon, il nous questionne un peu, il renvoie à des termes, à des idées un peu spéciales que j'ai pas le temps de développer ici. La question de l'introduction vous livre pas mal de mots, vous voyez, spirituels. On veut parler de réalisation spirituelle, d'élévation, de déséquilibre. Bon, il y a un rapport à la Terre qui est assez grand. C'est juste que c'est pas forcément le rapport à la Terre tel que vous l'aurez vu, ou entendu, ou lu dans la sphère païenne francophone. C'est pas la question du retour à la Terre qui est un espèce de mouvement. C'est pas non plus la question du pagus tel que c'est traité par certains druidisants francophones. Mais ça parle de la terre et du pays quand même. Donc, parce que dans les mythologies celtiques, dans les cultures et religions celtiques, il y a un rapport à la terre, land, qui est important. Ça ressort un peu ici. Vous voyez que la déesse de la souveraineté est présentée. Donc dès le départ, ça parle de terre et de souveraineté. Donc ça, on pense à la souveraineté irlandaise. Par exemple, il n'y a pas que cette figure-là. La déesse de la contrée, ils ont appelé ça Goddess of the Land, je pense. Et les suites ont été également remaniées. Elles font penser à aux suites du jeu de Dana Ferguson, mais pas exactement. Ici, on a épée, lance, Graal et pierre. De l'autre côté, on avait épée, lance, on avait coupe et bouclier. Donc c'était plus dans quelque chose de chevaleresque. Ici, on n'a pas l'aspect chevaleresque, on a plutôt l'aspect religieux, celtique en tout cas, avec qui font penser aux 4 talismans fondamentaux des mythes irlandais. Ça fait penser à ça. J'avais autre chose à vous dire. Bon, ici, ce qui est important de voir, c'est qu'on a une illustration directe de ce qu'ils veulent faire, dans quelle tradition ils veulent s'inscrire, etc. Ils citent la toute première référence qu'il cite, c'est Garrett Knight, qui est un occultiste. Ça n'est pas un académicien, ça n'est pas une source première non plus, c'est un occultiste qui réinterprète des textes et qui recrée des traditions. Donc ici, si vous voulez comprendre de quoi je parle, il va falloir que vous allez chercher qui est cet auteur. Pour le résumer très simplement, c'est première moitié du XXe siècle. C'est la grande période de toutes les maisons occultes anglaises. Donc il y avait la Golden Dawn, il y avait la Fraternité de la Lumière aussi. C'est un étudiant de Diane Fortune, ça. Bon, et du coup, c'est ça qu'on cite. Où ils disent que les personnalités des membres de la Fraternité de la Table Ronde sont en nom. Il y a une quête spirituelle recherchée, et il y a une quête archétypale. C'est délicat de prendre certaines choses comme des vérités, c'est ça qui est délicat dans l'introduction ici. Elle demande vraiment d'y passer du temps pour comprendre ce qu'ils veulent faire, ce que je ne peux pas réaliser ici, sinon ce sera trop long. Mais ça parle de la fonction mythique des archétypes, comment ça peut être employé, la question des archétypes spécifiquement arthuriens. Bon, ici on vous parle quand même de la tradition britannique, donc le monde arthurien est complexe parce qu'il y a des choses britanniques, il y a des choses romano-britanniques, de la même façon que nous on aurait gallo-romain, il y a des choses celtiques, il y a des choses médiévales, donc il faut décortiquer toutes ces couches de symboles. Ici au moins elles sont nommées, contrairement à chez Stewart, on vous dit quelles sont les strates. Il y a ici des gens qui sont cités qui sont des poètes, voilà, poètes et romanciers modernes qui viennent ajouter des strates de signification. Là, ce que j'avais relevé par exemple, c'était la question des portes de l'espace et du temps. C'est un petit peu élaboré. J'ai pas le temps, ça va être trop long si je vous le fais ici. Bon, en tout cas, on essaye de parler des racines proto-celtiques du mythe, mais sur quoi est-ce qu'on se base pour dire que c'est proto-celtique? Et ça demanderait plus de justification, que vous vous doutez bien, que ce petit livret-là. Ils n'ont pas la place, en fait. La question des petits pouvoirs et des grands pouvoirs est un peu expliquée. Les éléments
sacré renvoie à des objets sacrés de la Grande-Bretagne. Mais pourquoi ces objets sont sacrés à la Grande-Bretagne? Est-ce que c'est uniquement le mythe arthurien? Est-ce que c'est une évocation des 4 talismans irlandais? Du coup, là, c'est pas cité, par exemple. Ce qui est du coup pas assez rigoureux, techniquement. Bon, les 4 éléments, c'est assez classique. On vous parle bien de la quête de pouvoir. Les 5 objets de pouvoir, c'est ceux-là, sont les objets de pouvoir de la quête intérieure. On reçoit les insignes de souveraineté. Donc moi, comme j'ai travaillé depuis des années avec Morrigan, quand j'ai vu ses travaux sur la Terre et ses travaux sur la souveraineté, ça m'a beaucoup parlé et je trouve que ça se ressent dans le jeu. Il a une ambiance très très particulière, notamment à cause des mineurs, on va voir pourquoi. Après, traiter ces choses... On peut les traiter de façon littérale, on peut les traiter de façon spirituelle. Il y a... Disons qu'il faut être clair sur ce qu'ils veulent faire, il faut essayer d'être clair soi-même sur sa démarche et les implications de ce qu'on fait, comme toujours. Je sais plus ce que je voulais vous demander, vous présenter chaque carte. Ça vous présente comment vous pouvez utiliser chaque carte, mais en fait moi je voulais revenir au départ sur les arcanes et la question des grands pouvoirs et les petits pouvoirs. Bon, on vous présente ici les titres dits conventionnels, donc on vous présente bien qu'il y a une structure de rider quand même. Ils sont adaptés, et ils sont adaptés à la question du tableau arthurien. Un peu moins précisément que dans l'autre, mais quand même. Le chercheur, qui est donc le fou, de l'autre côté on n'avait pas ça. Merlin, la Dame du Lac, Guenièvre, Arthur, Taliesin, le cerf blanc, Prydwen, donc ça, il faudrait identifier la culture donnée. Pour le gallois, Gavin, donc Gauvin, mais Gawain ici, l'ermite du Graal, la table ronde souveraineté, qui a bizarrement pas de pronom la souveraineté, ça c'est une question de traduction, ça pourrait être problématique, le roi blessé, la lavandière du guet, le chaudron, le chevalier vert, la tour spirale, l'étoile, la lune, le soleil, le seigneur endormi et l'épanouissement de l'ogre. Donc il y a vraiment une cohérence interne des arcades majeures relus à l'aune d'une vision du cycle arthurien et d'une vision du cycle arthurien vis-à-vis de la santé de la terre, si je puis dire ça. Puisque l'épanouissement du royaume de l'ogre, c'est la vision d'une terre avec un roi juste dans la fertilité, etc. Donc on termine vraiment sur la carte souveraine. On vous donne les équivalents des saisons, etc., des couleurs. Bon, ça c'est très classique, comme je disais dans le tarot. Il y a des correspondances. Ici, on vous donne la question des arcades mineures, qu'en fait, chaque section a une signification. Les as et les figures, c'est spécifique. Les cartes de 10, c'est spécifique. On vous dit c'est représenté par un château. Le reste, 2 à 9, c'est un paysage de voyage. C'est pour ça qu'on parle de quête sacrée et de quête spirituelle. On traverse la lande, on traverse le pays. Et ensuite, on vous parle de langage symbolique. Je crois que c'était cette page-ci. La Bretagne intérieure appelée l'ogre. Donc il faut voir quelle Bretagne sur une carte c'était, pour voir aussi à quoi ça correspond. Là, il y a par exemple quelque chose d'un peu problématique. On vous parle du Tibet qui a son Shambhala, la Grèce qui a ses Hespérides, la Bretagne qui a son Avalon. Et on vous dit que ce sont des réalités intemporelles. Le terme de réalité, qu'est-ce que c'est qu'une réalité? Ouf! Parler d'un mythe, est-ce qu'un mythe est une réalité? Vous voyez, en fait, philosophiquement, il y a plein de choses à nuancer, à définir. Ils n'ont pas eu la place. Ça peut poser problème. Parler de dépôt mystique, ça paraît déjà plus spécifique à ce qu'ils voulaient faire. On considère qu'il y a une forme de charge, de puissance symbolique qui peut être... dans laquelle on peut taper, à laquelle on peut se connecter, en tout cas, une sagesse ancestrale. Science sacrée, déjà, c'est un peu spécial. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par science? Vous voyez, les termes sont assez ambigus et c'est pour ça que c'est pas toujours évident de citer ce travail. C'est vraiment une interprétation des Matthews, du tarot arthurien, qui se base quand même sur des symboles celtes, qui se base quand même sur des textes arthuriens, mais qui a des spécificités à la fois en termes de lecture et à la fois en termes d'utilisation dans le tarot. Donc c'est un tarot un peu spirituel, mais plutôt païen ou plutôt occulte. Ça demanderait d'être justifié, d'être expliqué. Qu'est-ce que je voulais... Voilà, les pouvoirs archétypaux, ça parle bien d'archétypes. Les grands pouvoirs, donc les pouvoirs arthuriens, ce sont les arcades majeures. On vous parle de daimon ici, qui est un terme grec. Le nom qui leur revient est daimon. Les daimons ne sont pas des démons, mais des intermédiaires qui orientent. Ni des humains, ni des dieux. Ils sont les voies intérieures de nos rêves, nos anges gardiens, nos alliés, notre ange gardien ou notre allié esprit intérieur. Donc là, on entre dans des considérations autres qu'archétypales. Ça fait des archétypes, quelque chose... il y a la question de l'intérieur et de l'extérieur. L'ange gardien, c'est quelque chose de complètement chrétien. Ils ont mis ou alors un allié esprit intérieur,
Mais l'ange gardien, est-ce qu'il est intérieur ou extérieur? Vous voyez, c'est ça que je dis quand c'est flou dans la rédaction, que c'est flou dans la question de ce qu'ils voulaient faire de leur conception du jeu. Donc prenez tout avec des pincettes, définissez, il faut... En fait c'est ça qui est, moi je trouve difficile, c'est que même si c'est super et qu'on peut l'utiliser sans tout ça, enfin sans, c'est-à-dire aller dans la précision parce que les cartes fonctionnent et parce qu'on peut aller directement au jeu, comme un tarot, pour servir d'outil, si on veut voir ce qu'ils ont fait, il faut presque faire une explication de texte et tout définir. J'imagine bien que tout le monde n'a pas envie de faire ça et que c'est rébarbatif. Mais c'est vraiment... Je pense que c'est quand même un travail très important pour savoir à quoi est-ce qu'on prétend. Qu'est-ce qu'on a entre les mains, quel genre d'outil c'est. J'avais une autre remarque, les plus petits pouvoirs. Il y a ça, par exemple, grand pouvoir et petit pouvoir, en fait, c'est une sorte d'explication un peu abstraite, un petit peu glosée, là, sur, en gros, les arcades majeures et les arcades mineures. Les arcades majeures, ce sont des grands archétypes de notre vie intérieure. C'est une quête de transformation, mais ça a été théorisé par d'autres personnes au XXe siècle, et on ne nous dit pas qui. Ça ne cite pas, en fait c'est une idée très commune de la sphère du tarot, mais que personne ne source. Et du coup là, les petits pouvoirs, conformément à cette tradition, ce sont des choses soi-disant plus mondains, plus triviaux, les événements du quotidien, des directions générales, comment est-ce qu'on rend notre vie plus ou moins difficile avec des obstacles ou pas, comment est-ce qu'on les résout. Bon. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de vous montrer les cartes, comment elles se présentent. Donc, vous voyez, l'imagerie est vraiment plutôt celtique. Donc là, on a des représentations qui font penser à carrément des représentations historiques. Miranda Gray a dû regarder des sources archéologiques. On a un chaudron, on a des femmes. Alors, les femmes, évidemment, voilées comme ça fait plus penser à des choses romaines qu'à des choses celtes. Mais il faudrait voir. Voilà, on a des symboles qui sont un peu occultes là. L'Ouroboros, ça n'est pas celte. Mais ça nous rappelle l'Ouroboros, un rouge, un blanc, les deux dragons de Bretagne là, qui sont censés être entourés sous une tour. La question des dolmens, de nouveau un trône. Là, vous voyez les cases ici, elles sont plutôt les maisons rondes celtes. Ici, vous avez des symboles, il faudrait voir d'où ils viennent. Tout ça ne va pas être expliqué complètement dans le livre, évidemment. Mais ça vous donne une idée de l'inspiration picturale et symbolique du jeu. Ça, les deux tours, ça fait quand même penser au Rider. Vous avez le saumon en plus. Vous avez les plantes. Ici, vous avez un type de terrain qui fait penser à des terrains anglais. Le fameux roi blessé. Donc, vous voyez, là, on a des bannières. On a un vaisseau qui fait penser à, on dirait, une galère. Donc, ça, c'est pas très celte. Une coupe, un dragon. Alors, oui, c'est bien, toujours les arcades majeures, Guenièvre. Donc ça, c'est plutôt des vêtements qui sont romanticisés, je pense que vous le savez, c'est pas des vêtements historiques. Donc, bon, il y a des choses qui sont d'impression historique, d'autres pas. Là, la tour spirale, c'est carrément autre chose. Vous avez ici des symboles astrologiques qui n'ont donc rien rien à voir avec la question du tarot arthurien en soi. Dame du lac. Le Seigneur endormi, c'est encore autre chose. La fameuse carte de la souveraineté avec une robe rouge. Ce motif de damier noir et blanc, il est expliqué à un moment donné, je ne sais plus où, parce qu'il revient sur les cartes, ça renvoie à la suite de pierres, ce qu'ils appellent la fameuse pierre sacrée, l'objet sacré. Et le chercheur, sur son arc-en-ciel. Ah oui, l'épanouissement de l'ogre, donc voilà. Ah, bah, elles sont pas dans l'ordre en fait. Oui, j'ai pas fait attention. Voilà. Et donc, la spécificité de ce jeu, c'est d'avoir des mineurs qui représentent pas de personnages, qui représentent uniquement des paysages. Donc on a cette sensation de voyager aussi à travers les saisons. Voilà, c'est ce que je disais, la pierre sacrée, c'est la suite, c'est l'as. On vous montre ce damier et on vous explique de quoi il s'agit. La jeune fille de Graal, voilà, des paysages avec parfois, mais pas toujours, le symbole, la suite en question. Donc là, vous avez une épée, mais vous n'avez pas 8 épées. Ça représente autre chose. Et la signification est réfléchie quand même en partie sur une réécriture du tarot Rider-Waite, mais je ne sais plus si c'est sensible là-dedans, parce que moi j'ai travaillé depuis avec la version complète, ce qui est beaucoup plus abouti. Là, on vous avait dit que parfois il y avait des châteaux, vous avez de la brume, vous voyez, vous avez tout un tas de types de situations. Vous avez des tumulus, vous avez des tombes. Là, vous avez un symbole chrétien, vous avez quand même une croix. Vous avez des forêts, vous avez des cours d'eau, des coupes, des oiseaux. Voilà, donc je ne vais pas toutes les faire, mais ça vous donne une idée de l'ambiance que l'on a et que l'on traverse. Pour vous montrer une idée du livret,
Ah, il n'y a pas d'illustration? J'avais un doute là. Oui, donc dans celui-ci, il n'y a pas les illustrations données, alors que c'était le cas dans l'autre édition des Véga sur Stewart. Donc il faut retourner vous-même aux cartes du chercheur, là par exemple. Donc vous avez la description, qui est censée reprendre quand même les éléments picturaux qui sont sur la carte. Donc je la ressors, hein, je suis désolée. Donc, paysage désolé, chercheur commence son voyage, vêtu de haillons, à partir d'un lieu élevé, puisqu'il y a la falaise, emprunte la voie de l'arc-en-ciel, inspirée par le son au-dessus de lui. Alors ce qu'il faut voir aussi, du coup, c'est qu'on va se balader entre des références qui sont tantôt britanniques dans le sens anglaise, tantôt qui vont être un peu irlandaises, tantôt galloises. Ça, c'est un flou qui est entretenu par pas mal de celtisans et qui peut être embêtant parce que ça renvoie à des cultures, à des linguistiques différentes. Bon, dans tous les cas, on est sur des choses pré-chrétiennes. Ça, c'est clair. Ici, à l'arrière-plan, cela vous donne plutôt des questions. Toutes les quêtes commencent avec une question. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Donc vous avez un questionnement sur la figure du chercheur, qu'est-ce qu'on cherche? Et la question des objets sacrés qui vont revenir tout au long, puisque c'est les 4 suites. Parcourir un monde physique, etc. Vous avez un passage sur le sens archétypal que représente l'archétype du chercheur, la question de la quête spirituelle, refaire fleurir le désert. C'est une allusion à la question d'une terre morte, en fait, quand la justice n'est pas rendue ou quand le roi n'est pas bon, il perd la fertilité de sa terre en rapport avec la déesse souveraineté. Ça, c'est le contexte celtique, si je le mets de façon générique, un peu comme eux. Signification divinatoire, on vous donne des mots-clés. Confiance enfantine, contentement divin, enthousiasme insouciant, protection, folie d'être sage, optimisme, aventure. Bon, voilà. On vous donne des clés. Et ensuite, on passe à la suivante. Donc, vous voyez, vous n'avez pas quelque chose de très abouti, mais vous avez de quoi quand même travailler avec la carte. Ça, ce sont les majeurs. Au niveau des mineurs, c'est beaucoup plus petit. On vous donne épée, le nom de la suite. On vous donne élément plus saison, air printemps. Parce que pour eux, ça compte de savoir dans quelle saison on se trouve. Et ensuite, vous avez la description, de nouveau. J'ai pas une carte là? Le 6 de Graal. Si je vous donne le 6 de Graal, par exemple. Voilà. 6 de Graal, description. Dans un bosquet sacré d'Aulne, une source sacrée jaillit d'un tertre vert, s'écoulant dans un bassin de pierre. Donc ça veut bien dire qu'on vous décrit ce qui est sur l'image. En dessous, on vous donne l'arrière-plan mythique, dit mythique. C'est à ce tertre que Gawain a sa plus grande aventure. Il est la demeure du terrible chevalier vert. Il fut fort instruit par cela et renoua avec son propre passé. Donc, description physique de la carte, de ce qu'il y a dessus, description mythologique qu'ils appellent l'arrière-plan, et ensuite signification potentiellement divinatoire, redécouverte de ses racines, souvenirs ancestraux, plaisir de se rappeler les liens, sens de la tradition et de la continuité, atavisme, rappel karmique. Vous noterez qu'on a encore le mot karmique que j'avais déjà critiqué dans l'autre livre. Voilà, et c'est tout. Et vous passez à la suivante. Donc, c'est minimal, mais c'est quand même fonctionnel. Et on a vraiment un type de travail différent parce qu'on n'est pas fixé sur des mythes. On ne vous donne pas une carte, un mythe, une carte, un événement du récit, une carte, un personnage du récit arthurien. Là, vous avez une dominante celtique, pré-chrétienne, vous avez une dominante arthurienne, mais voyez qu'on a un prisme. C'est la quête de la souveraineté, la quête de la terre, la question du voyage comme quête spirituelle. Voilà. Si vous avez des questions sur ce jeu, n'hésitez pas, parce que j'oublie forcément des choses. Ça vous donnera une idée de ce qu'il contient, j'espère, et des différences avec les 2 autres jeux. On verra si ça n'a pas été clair dans vos commentaires. Ce sera possible de faire une petite vidéo finale qui vous met les 3 jeux côte à côte avec leurs différences fondamentales, mais je pense que ça fait vraiment le coup de regarder chacune des 3 vidéos de façon séparée. Pour vous montrer, pour terminer, pour ceux qui parlent l'anglais, cette version-là a été réalisée pour les 20 ans du jeu. Et du coup, vous avez vraiment une version complète qui contient le livre d'interprétation plus un livret de travail entier sur ce jeu. Parce qu'ils avaient écrit il y a des années, dans les années 90 il me semble, de Halo Quest, justement, la fameuse quête sacrée là. C'était un cours. C'était un cours de travail pratique avec le tarot, de méditation, etc. Et il est inclus dedans. Donc vous avez un beau livre assez dense.
qui est je ne sais plus où. Et donc vous avez des cartes. Malheureusement, là pour le coup, elles sont assez fines. Je pense qu'elles vont se griffer facilement. C'est pas évident. Et là vous avez donc forcément, hein, c'est pas la même édition. Donc c'est une bordure qui est différente. Elles sont plus petites. Donc elles sont beaucoup plus étroites. Et elles n'ont pas non plus les mêmes couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que du coup là j'ai les deux choses côte à côte. Elles n'ont pas les mêmes couleurs, donc je ne sais pas si elles sont plus proches de ce que Miranda Gray a dessiné ou pas, mais en tout cas ça vous donnera une idée. Pour les ceux qui parlent l'anglais et qui ont envie d'aller plus loin, ça peut être vraiment très très intéressant. Voilà. Et bien à la prochaine.